Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants. Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech, l'émission que vous regardez à 11h en direct sur la chaîne Bismart. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder la question technologique sous divers aspects, sociologiques, économiques et puis aussi évidemment politiques publiques. Premier sujet, on va découvrir la naissance d'un nouveau laboratoire qui va étudier les effets de l'intelligence artificielle sur le travail, sur l'emploi. Ce sera avec mon invité qui est déjà installé en plateau, François-Xavier Petit, donc le directeur général de Matrice, qui opère ce nouveau laboratoire sur l'intelligence artificielle et le travail, qui s'appelle Labor IA. Ce sera donc dans quelques instants. On va ensuite avoir un grand shopping de Noël parce que je pense qu'il est temps quand même de s'y mettre au cadeau. Et visiblement, les Français sont friands de produits high-tech, donc on va les aider à bien choisir. On va vous aider à bien choisir. Et ensuite, je vous proposerai un nouveau rendez-vous. Là, on va continuer à dérouler ce fil de la technologie vue sous l'angle sociétal et politique publique. Car oui, le numérique, c'est aussi une question politique. Ce nouveau rendez-vous, ce sera avec un pionnier du web, entrepreneur, Tariq Krim. Et puis, on conclura Smart Tech par un zoom sur une innovation. Aujourd'hui sera le concept d'un bateau qui serait capable demain de pulvériser les records de vitesse grâce à une solution inspirée du kitesurf. Mais tout de suite, donc place à l'interview. On va s'intéresser à un laboratoire qui étudie les effets de l'IA au travail. Le Labor IA a ouvert ses portes, en tout cas a été lancé fin novembre par le ministère du Travail. C'est un projet financé par le ministère du Travail pour mieux cerner donc ces effets de l'intelligence artificielle sur les conditions de travail, le recrutement, l'emploi ou encore même le dialogue social. Ce sont des effets qui sont encore peu connus ou mal connus. On en parle tout de suite avec François-Xavier Petit. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur général de Matrice, opérateur de Labor IA. On va déjà expliquer ce qu'est Matrice et pourquoi Matrice est en charge de ce projet. C'est un institut d'innovation. Un institut d'innovation technologique et sociale. Et en liant justement la partie technologique avec la question des sciences sociales et de l'analyse du monde contemporain. Et dans cet institut d'innovation Matrice, on fait à la fois de la formation au métier de la technologie, des laboratoires d'innovation, des laboratoires de recherche et de transfert de technologie, et puis un incubateur de start-up pour être au plus près de l'économie, de la recherche, de la science et de l'innovation, de la production pratique. Et ça traverse l'ensemble des secteurs d'activité ? L'ensemble des secteurs d'activité, il n'y a pas de choix thématique justement. Ce qui est intéressant, c'est de croiser la manière dont les technologies impactent différents secteurs d'activité, comment les uns et les autres la socialisent, la transforment, en font quelque chose d'économique, et puis comment est-ce qu'on peut les faire travailler ensemble, car le vrai enjeu d'une transformation numérique, c'est comment est-ce que différents mondes travaillent ensemble. C'est tout ça le concept de Matrice. Et alors, à la sortie, il y a des vrais dispositifs produits d'innovation ? À la sortie, il y a des jeunes formés, il y a des startups qui grandissent et il y a en effet des vrais dispositifs d'innovation que nous produisons en propre et puis avec un certain nombre de partenaires pour pouvoir justement avoir un impact et pas être simplement des gens qui formons ou qui accompagnons, mais aussi être des producteurs. Et on se définit réellement comme des producteurs de solutions innovantes, technologiques ou pas. Et c'est ça l'enjeu, c'est comment est-ce que ces questions technologiques, elles s'insèrent dans un collectif de travail, elles s'insèrent dans une organisation, elles s'insèrent dans une manière de voir le monde. Parce que si on vient avec nos gros sabots, nos données et nos algorithmes, en vrai, ça tombe à côté. Donc l'enjeu, depuis la sociologie, l'anthropologie, l'histoire, la philosophie, jusqu'à la technologie, c'est de produire ensemble les conditions réelles d'une transformation numérique et sociale. Et donc, ce n'est pas que des mots, parce que ça veut dire que dans vos équipes, il y a à la fois des sociologues, des codeurs, des développeurs, des makers finalement. Exactement, des start-upers, des designers, des gens spécialisés en intelligence artificielle, d'autres sur d'autres technologies. Oui, c'est ça le concept de Matrice, qui est aujourd'hui une communauté de plus de 300 personnes actuellement formées dans les programmes. Et nous, notre équipe, on est une cinquantaine. Alors moi, j'ai bien aimé une phrase, je crois que l'on vous doit. Ceux qui font la société numérique ne peuvent pas se dispenser de la pensée. Oui. Et inversement. Et inversement. Là encore, la question de ce cloisonnement tout à fait mortifère entre d'un côté les gens qui pensent et ne produisent pas, et de l'autre côté les gens qui produisent et ne pensent pas. C'est exactement ça que l'on veut casser, justement en faisant travailler ensemble ces différents publics et en réfléchissant aussi, d'où ce Labor IA, en réfléchissant aussi sur les conséquences de la technologie. Parce que la technologie, comme fait social, doit analyser ses propres effets sur la société. On ne peut pas juste se dire on fait des algorithmes, on manie des sets de données, on fait des réseaux de neurones.
Et puis, ça a des effets que l'on ne maîtrise pas et que l'on ne contrôle pas. Parce qu'en faisant ça, on va fabriquer non seulement un monde invivable, mais aussi rendre la technologie absolument odieuse à ceux à qui elle est normalement destinée. Et alors, pourquoi spécifiquement un laboratoire pour étudier les effets sur le travail? Puisque aujourd'hui, votre institut étudie les effets de la technologie et produit des technologies avec cette conscience sociologique, vous me l'avez dit, pour tous les secteurs d'activité. Pourquoi se concentrer, la nécessité d'avoir vraiment un chantier dédié au travail et son rapport avec l'IA? Parce que c'est absolument clé. Parce que c'est là que se joue aujourd'hui une grande partie des inquiétudes contemporaines. Quand on voit la place des questions d'emploi dans le débat public actuel, on se dit que c'est véritablement là le sujet. Et puis parce que dans le cadre du partenariat mondial pour l'intelligence artificielle, porté par la France et le Canada, et opéré par l'INRIA, un grand institut de recherche en informatique, le ministère du Travail et l'INRIA ont choisi de s'associer pour construire avec nous un laboratoire, le Laboria, et étudier plus concrètement. Et étudier concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas simplement produire des papiers de recherche, ça veut dire aller sur le terrain avec des entreprises et travailler avec elles sur la fabrication de projets qui embarquent l'intelligence artificielle et qui viennent bouleverser les modalités de recrutement, les façons d'organiser un dialogue social dans l'entreprise, la manière d'organiser un processus productif, la façon de sélectionner ou d'accompagner l'émergence de nouvelles compétences. Donc on va travailler sur ces sujets, travail, emploi, dialogue social, compétences, formation, sur des projets très concrets, dans des entreprises très concrètes, et c'est tout le processus de ce laboratoire, un laboratoire de recherche et un laboratoire d'action, les deux ensemble. C'est pas un laboratoire de recherche comme les autres non plus, puisqu'il a une durée de vie de 5 ans. Donc il y a un programme, une organisation, un planning. Quelles sont les premières échéances? Tout à fait. Il a un programme, il a une durée limitée, et c'est aussi comme ça que l'on fait en sorte d'avancer plus vite, avec 3 grands jalons principaux. Le premier, on va mener un baromètre de l'utilisation de l'intelligence artificielle en entreprise. Et donc on va travailler sur cette question pour saisir finement comment est-ce que l'intelligence artificielle a pénétré la vie concrète des entreprises aujourd'hui. Premier sujet. Deuxième sujet, ce sera plutôt tourné vers la formation, où on va embarquer. Juste sur ce baromètre donc, ne sera qu'un indicateur, j'allais dire quantitatif, mais pas qualitatif. Si, quantitatif et qualitatif, bien évidemment. Et ça, nous, on ne peut pas séparer les deux. Ça, c'est la partie plus socio-anthropologique. Parce que vous pensez qu'on peut déjà constater aujourd'hui les premiers effets de transformation du travail? Oui. Tout à fait. On peut déjà constater ça. On peut déjà... Vraiment lié à l'apparition de logiciels intelligents? Clairement, dans la manière de recruter. Par exemple, les intelligences artificielles ont déjà été utilisées pour faire le tri de CV. D'ailleurs, il y a une expérience qui avait été menée par Amazon il y a quelques temps et qui a dû être arrêtée puisque Amazon s'est aperçu que par le truchement de l'intelligence artificielle, elle renforçait les biais et faisait en sorte d'augmenter la population masculine et de diminuer la population féminine dans ses recrutements. Parce que l'algorithme apprenait sur les données qu'il avait, une population majoritairement masculine, et donc reproduisait ça. C'est typiquement ça qu'il faut être capable d'étudier, sans dire qu'il faut jeter les algorithmes à la poubelle, mais en disant comment est-ce qu'on le contextualise? Comment est-ce que l'on fait de ce biais de l'algorithme les éléments d'une action spécifique de l'entreprise, les éléments d'un dialogue social à l'intérieur de l'entreprise? Et là, ça devient particulièrement intéressant. Parce que l'IA peut avoir un impact sur le dialogue social? Absolument. Absolument. Et on ne peut pas, aujourd'hui, on ne peut plus s'en tenir au cadre classique du dialogue social en laissant de côté la question technologique. D'ailleurs, bien au-delà de l'intelligence artificielle. L'organisation même du travail est aujourd'hui très largement portée par des outils technologiques qui sont l'armature du monde contemporain et l'armature de l'entreprise. Le nombre d'emails que vous envoyez, le nombre d'outils et de services que vous utilisez, la façon même dont vous pensez, le reporting des projets, tout cela est tenu par des questions technologiques tout à fait puissantes. Les laisser à côté du dialogue social est sans doute tout à fait délétère pour les entreprises. Et aujourd'hui, c'est le cas. Et donc la question, et c'est aussi ça l'enjeu du laboratoire, c'est de pouvoir l'expliciter. C'est de pouvoir donner à tous une compréhension des mécanismes de l'intelligence artificielle, en l'occurrence, pour pouvoir en faire des éléments qui permettent à la fois de transformer le travail, mais de transformer aussi le dialogue autour du travail. Alors moi, ce qui me semble difficile dans ce chantier que vous allez mener, opérer, ça va être de spécifiquement s'en tenir à cette transformation liée à l'IA. Parce que finalement, la transformation numérique, elle a divers visages. Il y a plusieurs technologies qui transforment le travail, pas seulement les outils d'intelligence artificielle. Tout à fait. Alors c'est un choix de focalisation, c'est l'enjeu autour de l'intelligence artificielle qui en effet va nous pousser à peut-être élargir un peu la focale, mais la question elle est bien là. Elle est autour de la façon dont l'automatisation et l'apprentissage automatique, notamment le machine learning, permet de faire se transformer les algorithmes par eux-mêmes dans ces dispositifs d'apprentissage automatique, et donc du coup d'avoir
un impact concret, un impact réel et pas forcément maîtrisé. Aujourd'hui, sur les algorithmes les plus développés... C'est comme la transformation qu'on a connue avec l'arrivée des robots industriels. Et là, c'est une automatisation finalement qui est moins visible. Beaucoup moins visible, beaucoup plus algorithmique. Et pour autant... d'autant plus puissante qu'elle est invisible, et d'autant plus nécessaire à expliciter que sinon on tombe dans la boîte noire. Et si l'informatique est une boîte noire, si on ne comprend pas ce qui se passe dans la société parce que se multiplient ces algorithmes invisibles, eh bien alors on ne peut plus s'inscrire dans cette société. Et société à tous les sens du terme, que ce soit l'entreprise ou que ce soit la société plus largement. C'est ça qu'il faut réussir à craquer d'une certaine manière. Merci beaucoup François-Xavier Petit, donc directeur général de Matrice et l'opérateur de ce nouveau Labor IA. On voit que le chantier est important. Premières expérimentations attendues dès septembre 2022. Et ensuite, il y aura des recommandations et donc qui seront transmises directement au ministère du Travail. Merci encore. On enchaîne avec un tout autre sujet parce que c'est Noël quand même qui approche. Alors, on va partir pour un grand shopping de Noël dans Smart Tech. Alors, plus d'un Français sur deux compte acheter un produit tech pour Noël. Alors, ce serait même d'ailleurs beaucoup de Français qui seraient même prêts à acheter du reconditionné. Donc, on évoquera aussi ce sujet dans notre grand shopping de Smart Tech. Les chiffres que j'ai dévoilés sont liés, viennent d'une étude, je vais y arriver, qui a été dévoilée par Upside Store et YouGov. Voilà pour la source. Évidemment, dans Smart Tech, on va vous aider à bien choisir ces cadeaux de Noël. En tout cas, grâce à mes chroniqueurs, Romain Heuillard, journaliste, consultant indépendant en nouvelles technologies, et Jean-Baptiste Nicolas, youtubeur, créateur de la chaîne The Eye Collection. Bonjour à tous les deux. Vous êtes venus les mains chargées. Bonjour. C'est déjà Noël, c'est pour moi, c'est des cadeaux pour moi. Téléshopping. Ok. Alors, Romain, téléshopping, allons-y. Bon, alors déjà, quand même, j'aimerais qu'on commence par le produit phare, peut-être même le plus cher, le smartphone. Beaucoup d'entre nous vont s'acheter un nouveau smartphone à Noël. Je vous ai demandé à chacun de venir avec votre préféré, le dernier modèle. L'iPhone 13 du côté d'Apple et le Pixel 6 du côté de Google. Qui commence ? Vas-y. L'iPhone 13. Allez. Le smartphone de l'année chez Apple. Ouais. Pour Apple, il y en a eu 4 cette année. iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max. Il y en a pour tous les goûts et surtout pour tous les budgets. C'est un smartphone très haut de gamme, très qualitatif. Cette année, il ne change pas radicalement comparé aux années précédentes, ça c'est clair. Mais il apporte 2-3 petites nouveautés qui sont sympas à prendre en compte et surtout qu'on découvre au fur et à mesure qu'on l'a, ce smartphone, et qui sont très cool. La batterie, déjà, change cette année radicalement et on a vraiment une meilleure batterie. C'est ce qui manquait aux iPhones depuis quelques temps et quelques années. Aujourd'hui, on a vraiment une batterie qui tient largement la journée, ça c'est cool. Encore plus sur le 13 Pro Max, c'est celui que j'ai aujourd'hui. On tient vraiment bien, vraiment très très bien. Et une autre fonctionnalité qui est apparue cette année sur l'iPhone, mais qui existe depuis des années sur Android et même chez Apple sur certains produits, c'est l'écran ProMotion. C'est un écran avec un taux de rafraîchissement 120 Hz, donc c'est hyper rapide. Et en fait, ça amène quelque chose de super cool, c'est juste d'avoir l'impression que son téléphone est 2 fois plus rapide, alors qu'en fait, il n'est pas. Alors ça, c'est vrai que c'est difficile à décrire, mais moi, je l'ai constaté que à peine, on a l'impression qu'à peine on s'approche de l'écran, on l'effleure, il y a une réaction vraiment très instantanée. C'est ça. Et moi, j'ai vraiment senti la différence avec les modèles précédents. Donc vous confirmez, parce que vous le testez de manière assidue, on va dire. Assidue sur chaque modèle. C'est ça. Et quand on passe après d'un écran ProMotion à un écran non ProMotion, on voit la différence et on se dit qu'en fait, c'est super lent quand c'est pas avec ce taux de rafraîchissement 120 Hz. Alors qu'en fait, c'est quand même très rapide de base. Alors moi, j'avais une question quand même parce que l'argumentaire tourne beaucoup autour de la photographie et de la vidéo. Est-ce que ça peut être vraiment un bon allié pour un photographe semi-pro ? Oui, quand même, totalement. Ouais. Aujourd'hui, les smartphones sont vraiment pas mal boostés par l'intelligence artificielle. Vous en parliez juste avant. Et les téléphones comme les iPhones sont de super photophones. Et il y a certains photographes qui disent que le meilleur appareil photo à avoir avec soi, c'est celui qu'on a toujours sur soi. Aujourd'hui, les smartphones, et en tout cas l'iPhone, font de super belles photos. Il y a 3 capteurs, un grand angle, un ultra grand angle, un téléobjectif. On a du mode macro, on peut filmer avec un flou d'arrière-plan. On a un mode nuit. Enfin, il y a beaucoup de possibilités. Après, je crois qu'on va parler d'un autre téléphone qui en offre encore plus et c'est très très fort. Mais oui, aujourd'hui, son téléphone peut largement remplacer son appareil photo. Pas pour les vrais professionnels, mais pour les photos de voyage, pour les photos de tous les jours, ça le fait largement.
Ok. À propos de photos, moi j'ai pas mal de proches justement pour Noël qui me demandent conseils sur un appareil photo. Et à tous, je leur dis, ils ont souvent des budgets relativement limités, 1000, 1500 euros. Et à tous, je leur dis, dans ces prix-là, en vrai appareil, pourtant, moi je milite à fond pour les vrais appareils photo, on en a déjà parlé plusieurs fois ici. Mais dans ces prix-là, en fait, je leur conseille de rester sur plutôt de renouveler leur smartphone, éventuellement d'acheter le dernier iPhone ou le dernier smartphone Android hyper bon en photo. Parce que dans ces prix-là en appareil photo, on l'a dit, l'intelligence artificielle sur les smartphones va faire des traitements d'images auxquels maintenant on est habitué et qui donnent des résultats franchement très satisfaisants. Et pour faire mieux avec un vrai appareil photo et la complexité, la taille, donc la compacité, parce que un vrai appareil photo, il faut recharger, c'est compliqué. Sinon, il faut vraiment avoir un budget beaucoup plus élevé. Je pense pour vraiment se faire plaisir en photo, avec un vrai appareil photo, il faut plus que 1000, 1500 euros. Bon, alors, ce Pixel 6. Alors le Pixel 6, oui, en photo, effectivement... C'est pas forcément le concurrent immédiat auquel on pense d'ailleurs pour l'iPhone 13. Alors déjà, il faut dire c'est un produit 100% Google. C'est ça. C'est une des nouveautés de ce Pixel 6, c'est que c'est la première fois qu'il y a une puce conçue, en tout cas en partie par Google, avec toute une partie en fait d'intelligence artificielle qui est vraiment embarquée dans le téléphone. En photo, je ne sais plus à quel point cette fonction va contribuer à la photo. En tout cas, on a une fonction gomme magique qui permet, si je sais pas, on fait une photo une photo touristique et qu'il y a une personne dans l'arrière-plan qui nous gêne un petit peu, on met un petit coup de pinceau sur la personne qui nous gêne et le téléphone, grâce à cette fonction d'intelligence artificielle, va être capable d'effacer l'élément qui nous dérange dans l'arrière-plan et de le remplacer, de deviner ce qui se trouve derrière, parce qu'évidemment le téléphone ne le sait pas, et c'est assez bluffant dans pas mal de situations. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est moi, c'est mon téléphone professionnel, les Google Pixel, depuis un certain temps. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'intelligence artificielle embarquée qui permet de transformer ces appels téléphoniques en espèce de chatbot. Okay. Donc si j'ai quelqu'un que je ne connais pas qui m'appelle, le numéro je ne le connais pas, je peux demander à mon téléphone, à l'assistant Google, embarqué sur mon téléphone, de répondre à ma place, et il va se présenter auprès de l'interlocuteur. Bonjour, je suis Google Assistant, et dites-moi qui vous êtes. Et Romain Heyer ne souhaite pas vous parler. Et moi, je vois sur mon écran, admettons je suis en réunion, je vois sur mon écran ce que la personne répond, et j'ai des espèces de petites bulles en bas de l'écran qui me permettent de dire je ne suis pas disponible, ou dites-moi en plus, etc. Ça, c'est une première étape que déjà je trouve très très bien, qui est disponible en France depuis peu. Et un peu plus tard, on pourra même avoir sur des serveurs vocaux où il y a des menus à rallonge, appuyer sur 1 pour faire ceci, cela, et on attend 10 minutes qu'un interlocuteur prenne le téléphone. C'est le téléphone qui pourra se charger de ça pour vous, et donc vous lancerez l'appel juste d'une tape, et le téléphone vous notifiera une fois qu'il y a vraiment un interlocuteur au bout du fil. Et ça, je trouve ça assez révolutionnaire. Mais alors c'est drôle parce qu'en fait vous me parlez de logiciel finalement, vous me parlez vraiment du système d'exploitation qui est l'intelligence, et c'est ça aujourd'hui, là-dessus presque on fait davantage la différence entre un smartphone et un autre. On a fait le tour sur le produit, je trouve. C'est un smartphone, c'est un rectangle depuis des années. On ne peut pas aller plus loin. Donc aujourd'hui, le travail. Ils sont hyper puissants, ils sont de plus en plus autonomes. Et après, le travail, c'est vraiment sur l'OS. Et d'ailleurs, moi, ce que j'ai découvert, c'est sur l'iPhone, on prend une photo. Il va faire automatiquement de la reconnaissance de caractère et vous propose automatiquement de traduire le texte. Enfin, c'est un truc de dingue. Ils font tout ça, mais c'est apparu chez Apple cette année, c'est un truc de dingue. Alors, on va passer quand même, on va continuer sur les produits, s'il vous plaît, messieurs. Montre connectée, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors j'ai avec moi on en avait parlé, la Withings ScanWatch Horizon, qui est comme on peut le voir... Donc c'est la nouvelle Withings. C'est ça, édition limitée à 500 exemplaires, je crois. Donc il faut se dépêcher, 500 euros. Je crois qu'elle est déjà en rupture de stock. Ah oui, vite, bon. Mais elle va revenir. Faut la chercher. Mais sinon, le modèle d'avant, il est excellent aussi. Oui, il y a une autre ScanWatch, il y a d'autres Withings qui sont... Et donc on le voit, c'est une jolie montre d'inspiration... Omega, Seamaster, Rolex, etc. C'est vraiment très inspiré, quoi. Donc montre de plongée qui peut aller assez profond dans l'eau. Et ce que je trouve intéressant, c'est que on le voit, c'est un tout petit écran en haut de la lunette qui permet juste d'afficher ses notifications. Donc moi, c'est mon approche que j'aime bien de la montre connectée, où on peut garder son téléphone dans la poche, et s'il y a une notification qui arrive, on n'a pas besoin de sortir son téléphone, on n'est pas trop interrompu, on lit juste la notification sur le petit écran. Et du coup, du fait qu'elle ait juste un tout petit écran et assez peu de fonctions, elle a une autonomie de 15 jours, 3 semaines. Voilà, on a juste un petit cadran en bas qui donne son objectif de pas du jour. Voilà, donc c'est une montre assez simple, c'est une espèce d'entre-deux entre une Apple Watch, qui est évidemment une référence sur le marché, et une vraie montre automatique ou classique. Voilà, je trouve ça intéressant. Un mot là-dessus, Jean-Baptiste? Je valide à 100%. J'ai testé les nouvelles ScanWatch, elles sont très très bien. Et c'est une montre connectée, mais qui est avant tout une belle montre. Et c'est un produit de luxe, une montre aujourd'hui qu'on a envie d'exhiber.
Ça Et, ressemble à une vraie montre, quoi. C'est ça qui est intéressant. Et puis en plus, pour ceux qui sont très préoccupés par leur santé, les fonctionnalités sont extrêmement poussées, autant que sur une Apple Watch. Il y a un capteur de rythme cardiaque et même ça peut faire des ECG, donc ça vous prévient si vous avez un Des souci. électrocardiogrammes. Il y a juste un point de frustration, c'est qu'il n'y a pas d'assistant vocal dedans. Et ça, c'est vrai que depuis que je l'utilise, je me rappelle du coup de l'époque où j'avais une Apple Watch et où je pouvais invoquer Siri pour mettre un minuteur, quelque chose comme ça. Et ça, on ne peut pas le faire avec celle-ci. Ok, on continue avec les produits chers, des lunettes connectées. Oui, alors j'ai apporté ça. Je vais les mettre, je vais avoir l'air très malin. Donc, ce sont pas des lunettes de ski. Non, c'est pas pour le ski, ça pourrait. Mais c'est des lunettes, en fait. Il y a une espèce de petit projecteur ici. À côté de proximité du passage de nez. Et l'idée, en fait, c'est destiné aux cyclistes et aux coureurs, course à pied. Et ça projette, en fait, dans le champ de vision, des informations comme sa vitesse, la distance qu'on a parcourue, la durée depuis laquelle on court. Sur certains vélos, on peut avoir dans le pédalier un capteur de puissance. Donc ça va vous donner en watts la puissance que vous délivrez sur le vélo. Donc c'est pareil, c'est dans le même esprit d'objet wearable, sauf qu'au lieu là de lire sur sa montre et du coup de dévier son regard, c'est directement dans le regard. Alors je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo, je n'ai pas très bien vu ce qu'ils avaient montré. En les testant, j'ai remarqué quand même une chose, c'est que c'est pas directement, là sur la vidéo, on a l'impression que c'est vraiment en face de soi. Face, ouais. En réalité, il faut quand même regarder un petit peu dans l'angle. D'accord. Donc c'est un petit peu, je pense, comme avec les Google Glass à l'époque. Faut quand même regarder dans un... Oui, comme regarder dans son rétroviseur quand on est en voiture. Un peu ça, ouais. 430 €. D'accord. Pour les... C'est en fait une façon de trouver enfin un usage aux lunettes connectées qui pour l'instant n'ont pas vraiment percé. C'est ça. Mais je pense que c'est la bonne chose à faire. C'est-à-dire qu'on a vu les Google Glass qui étaient censés être portés tout le temps. Les gens qui en portaient avaient l'air d'être des cyborgs. Là, ils ont visé une niche et je pense que c'est la bonne solution. C'est dans cette situation-là qu'on est prêt à porter quelque chose et éventuellement à mettre son regard un petit peu dans l'angle et avoir l'air un peu bizarre. On est tout seul au milieu de sa route avec son vélo, c'est pas gênant. Donc je trouve que là, c'est la bonne approche. Ok, pour un sportif, c'est une bonne idée de cadeau en tout cas. Autre idée de cadeau pour Noël, Jean-Baptiste. Moi, j'aime beaucoup les lumières connectées. Alors, ça embellit son intérieur. C'est vrai. Il y en a de toutes sortes, de tout style. Il y en a filaments, il y en a des colorés, il y en a pour les lampadaires, pour les néons. Alors, qu'est-ce que ça apporte qu'elle soit connectée, l'ampoule ? Ça apporte plein de choses. Déjà, ça apporte de pouvoir modifier l'éclairage, l'intensité, de pouvoir choisir le chaud, le froid, de mettre de la couleur. Et surtout, de pouvoir le gérer à distance depuis son canapé, sans devoir se lever et appuyer sur le bouton. Ça, c'est pour les gros flemmards. Mais c'est super pratique. Même quand on arrive chez soi, ça va se calquer sur la localisation de son téléphone pour activer ou désactiver les lumières. Ça va également se calquer sur l'intensité extérieure. S'il fait nuit, ça va commencer à se mettre. Le matin, dans sa salle de bain, on n'est pas très réveillé. La lumière va être très chaude et puis va tendre vers le blanc pour nous réveiller. C'est hyper intéressant. C'est pas très compliqué à poser. Il y en a de plein de marques différentes. Et moi, je suis équipé que de ça. Et c'est génial. Pas besoin de changer toute son installation, en fait. Non, pas du tout. C'est juste vraiment une ampoule classique, ou des néons, ou des spots, ou même des plaques qu'on peut coller au mur avec Nanolith qui fait ça. C'est génial, parce que ça change et ça permet de mettre un peu de couleur, comme ici. Il y a de la couleur derrière nous, c'est génial. Juste une réserve par rapport à ça, c'est que souvent, effectivement, c'est des ampoules qu'on va visser aux endroits où il y avait déjà des ampoules. Sauf que ces ampoules-là, en fait, on les télécommande par un smartphone ou par d'autres télécommandes ou par un assistant vocal. Et du coup, les interrupteurs qu'on a au mur qui commandent, par exemple, le plafonnier, si on utilise cet interrupteur, on coupe par exemple l'ampoule et on ne peut plus la rallumer depuis son smartphone. Donc il y a parfois faut savoir ça, en fait, que du coup, on condamne d'une certaine manière ces interrupteurs. Mais il y a des interrupteurs qu'on peut acheter, qu'il faut remplacer et qu'on peut remplacer. Donc tout peut se remplacer en soi. Ok. Vous avez cité Nanolith, il y a aussi Philips, en fait, les images qu'on a vues, je crois que c'était Philips, Nanolith, il y en a beaucoup, On reste dans la maison avec les enceintes ? Oui, on parlait justement d'ampoules. Ikea fait des ampoules connectées à des tarifs assez compétitifs et des produits qui sont assez bien. Et là, j'ai apporté une petite Sonos, la Sonos Roam. L'intérêt de celle-ci, c'est qu'elle est Bluetooth et Wi-Fi. Il y a assez peu d'enceintes comme ça portables sur batterie qui sont les deux à la fois. Donc c'est une petite enceinte, elle est relativement, ça peut sonoriser quelque chose comme une cuisine, une salle de bain, pour avoir une musique de fond. C'est étanche, on peut l'accrocher près de la douche. Ouais, on peut même, j'ai essayé avec ma fille, que ça a beaucoup amusé, on peut la mettre dans l'eau, dans le bain. On n'entend plus rien, c'est juste des bulles qui ressortent. Pas s'habituer à faire ça, parce qu'il y a eu un accident récemment dans une baignoire, donc il faut vraiment rester prudent avec les objets. Mais donc, ça veut dire pas avec une enceinte Sonos. Ça veut dire qu'on peut la mettre, elle est étanche à l'eau et évidemment aussi au sable et à la poussière. Donc ça veut dire qu'on peut par exemple la porter sur la plage et c'est pas très grave si elle tombe dans le sable, elle va résister. Et l'intérêt qu'elle soit Wi-Fi et Bluetooth, c'est que du coup justement on peut l'utiliser à l'extérieur
juste en Bluetooth. Mais à la maison, le Bluetooth, ça peut être un peu pénible. On reçoit un coup de fil, ça va sonner sur l'enceinte, c'est compliqué. Ouais. En Wi-Fi, du coup, c'est vraiment que la musique qui sort sur l'enceinte. Puis le smartphone ne sert que de télécommande, il n'est pas tellement impliqué dans la chose. Donc c'est assez intéressant d'avoir les deux. Et si je fais le lien avec Ikea, c'est parce qu'Ikea a un partenariat avec Sonos depuis quelques temps. Et il propose des enceintes qui fonctionnent avec le système Sonos, qui est très très bien pour faire justement en mode Wi-Fi, multi-room, etc., à des tarifs assez compétitifs. On a les Symphonies qui démarrent à 100 € pour une petite enceinte bibliothèque qu'on voit à l'image, là, qu'on peut poser sur sa table de chevet. On peut même la fixer au mur. Ouais. Et on a un cadre. Il y a même des enceintes lampes. Ouais, Ouais. Une enceinte sur la base et une ampoule connectée à l'intérieur. Enfin, il y en a beaucoup chez Ikea qui sont sortis et qui sont Ils viennent de disponibles. lancer un cadre. Donc c'est un cadre enceinte qui fait, je sais pas, 40 par 60 cm et sur lequel on peut fixer des images qu'ils vendent, ou je crois même qu'on peut fixer soi-même l'image qu'on veut. Le retour du cadre photo. Merci, quelle bonne idée. Chez iCollection, on va me parler de HomePod, non? Ouais, bah oui, c'est l'occasion. Oui. Des petites boules de Noël qu'on met de base sur le sapin, là on pourrait les mettre dans son intérieur. On le sait, l'année dernière, Apple a sorti le HomePod Mini. C'est une enceinte connectée filaire pour la maison, mais uniquement en noir et en blanc. Donc c'était un peu triste. Bah, cette année, ils l'ont sorti en orange, en bleu et en jaune. Et alors la qualité? Bah, c'est une super bonne qualité. Du son, vraiment. Ouais, parce qu'on peut soit l'utiliser tout seul, soit on peut le coupler avec avec un autre HomePod Mini et en faire un stéréo. Et on peut faire même du multi-room. Donc en avoir, pourquoi pas, une dizaine chez soi, si on habite dans un palace. Et en avoir une dans chaque pièce. Et dès qu'on va passer de la chambre à la salle de bain à la cuisine, on aura toujours la musique qui va nous suivre partout. Et ça sonne très très bien. C'est connecté au téléphone. On l'approche, on met la musique dessus. Et on part de chez soi, on rapproche son téléphone. La musique passe sur le téléphone et on part, on continue avec la musique. Et si un autre téléphone dans la maison arrive et s'y connecte, ça fonctionne? Il faut qu'il soit sur le même réseau Wi-Fi avec le même compte iCloud. Ouais. Donc ça limite un peu la chose. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre en magasin là, pour rêver? Ah, on a une super manette. Oui, alors je suis assez fan de... Pas super rétro, surtout. Ouais, c'est une manette, comme on le voit, très inspirée Nintendo NES, la toute première console Nintendo. En fait, Donc ça, c'est quoi? C'est pour les nostalgiques c'est ça, ouais, c'est le rétro gaming à 100%. Nintendo a vachement surfé sur la vague là, il y a quelques semaines ou mois. Ils ont annoncé des nouvelles manettes rétro. Ils ont fait des versions Bluetooth pour la Nintendo Switch, qui est leur dernière console hybride portable salon. Des nouvelles versions Bluetooth, des manettes de Nintendo 64, Super NES, NES et Mega Drive. Ils ont un partenariat avec Sega, qui l'eût cru. Mais ces manettes-là, elles sont réservées à ceux qui sont abonnés à Switch Online, qui ont une Switch, et elles sont chères et elles sont en rupture de stock. Donc elles sont très bien. Ça fait quand même beaucoup de mecs, quoi. Voilà, certainement très bonne qualité. Et là, donc, c'est pas Nintendo, ça c'est 8BitDo. C'est une marque chinoise qui est assez bien distribuée en France par notamment 8bitdo.fr et donc, Cubi. 8BitDo, c'est-à-dire 8 bits d'eau. Voilà, c'est ça, c'est la technologie des premières consoles. Et avec ça, on a déjà parlé, moi je suis assez fan du Raspberry Pi. On s'achète un petit Raspberry Pi, c'est aussi difficile à trouver en ce moment avec toutes les ruptures, mais ça se trouve. Et ce qui est amusant, c'est que du coup, on installe soi-même, on fait soi-même sa console rétro. Il faut bricoler un petit peu ce truc-là, il faut acheter un petit boîtier, les accessoires, les câbles, etc. Et on assemble tout ça, et on se fait soi-même sa console rétro. Donc en plus d'avoir le plaisir de faire les jeux rétro, il y a toute une partie... Et alors ça fait une console et une manette pour combien d'euros, ça? Il faut compter entre minimum 60 € si vous voulez vraiment jouer aux jeux des plus anciennes consoles, à 100-120 € si vous voulez jouer à des consoles un peu plus récentes comme la 64 ou la Wii, ce genre de jeu. Ok. Et avec cette manette, j'ai accès à toutes les fonctionnalités pour jouer à n'importe quel jeu? Là, vous avez juste les petites gâchettes. Parce que ça semble limité, quoi. Oui, dans cette manette-là, le but c'est d'avoir la manette du jeu de la plateforme à laquelle vous jouez. Donc, vous en achetez plusieurs. Là, c'est vraiment pour rejouer aux jeunesses. Okay. Si vous étiez un passionné. Uniquement, ouais. Ouais, il vaut mieux, il n'y a pas assez de boutons pour jouer à ça. D'accord. On va terminer ce shopping avec un tracker. Oui, on a parlé beaucoup, les Apple AirTags ont fait beaucoup de bruit. C'était pas les premiers, mais voilà, c'est Apple, donc ça a fait beaucoup couler d'encre à ce moment-là. Moi, il y a un autre produit qui existait déjà à ce moment-là et que j'aime beaucoup. C'est toute la gamme Invoxia, notamment le GPS Tracker, et qui est le GPS Tracker, c'est dommage, je ne l'ai pas ici. Il y a un petit cordon, on peut l'attacher à un sac à dos, on peut le mettre dans sa voiture, etc. Et ils ont décliné des versions pour vélo, pour porte-clés. Et l'intérêt de ces trackers-là, c'est qu'ils sont connectés d'eux-mêmes au réseau LoRa.
Donc c'est pas du cellulaire, c'est un réseau autonome qui fonctionne. Oui, qui est dédié vraiment aux objets connectés. Qui fonctionne à très très longue portée, qui consomme très peu. Et donc ces trackers-là, ils ont leur propre GPS embarqué. Et ce qui fait que contrairement aux AirTags, où avec un AirTag, si vous perdez quelque chose, vous n'allez le retrouver que si quelqu'un qui a un iPhone, il y a beaucoup d'iPhone, donc oui. Vous allez le retrouver. Mais si par exemple vous perdez votre chien dans la forêt, avec un AirTag, vous avez quand même peu de chances de le retrouver si personne avec un iPhone le croise. Avec les trackers Invoxia, le tracker se localise lui-même, même si vous êtes au milieu de la cambrousse. Oui, il faut attacher le tracker au collier du chien. C'est ça, il y a une version spéciale pour animaux de compagnie. Okay. Et donc il est autonome, il se localise vraiment automatiquement au milieu de nulle part, quoi. Bon, les trackers, donc vous pensez que c'est une vraie tendance, ça? C'est quelque chose qui peut fonctionner à Noël. Ouais. J'en ai fait l'expérience hier, j'étais dans l'avion et j'ai fait un très long vol. Et en partant de l'avion, je me dis tiens, est-ce que ma valise est avec moi dans la soute? Et j'ai pu localiser ma valise dans la soute parce qu'il y avait le tracker dedans. C'est rare que la réponse soit non. On ne sait jamais, on peut perdre des valises. D'accord, je vous sens inquiet quand même, Jean-Baptiste, quand vous voyagez. J'étais très inquiet de perdre ma valise à l'arrivée, mais je l'ai eu, donc j'étais très content et ça marche vraiment bien. Il y avait quoi dans la valise? Ouh, si vous saviez. Et puis si la réponse est non, on ne peut pas faire grand-chose. Oui. Pour moi, ces trackers-là, c'est le genre de choses où ça ne mange pas de pain, quoi. Voilà, là, c'est le petit gadget un petit peu amusant, c'est un peu James Bond. Je pense que plein de trentenaires ont vu les James Bond, où à l'époque, c'était vraiment possible que dans les films de science-fiction ou des films comme ça. Maintenant, c'est possible. Effectivement, c'est pas le truc qui va révolutionner son quotidien, mais c'est assez rigolo. Mais c'est un gadget fun. Bon, ok. Alors moi, je voulais vous conseiller des objets connectés pour le sommeil, parce qu'il y en a tout un tas qui permettent de mieux dormir. J'ai noté par exemple une lumière rouge pure, Light Sleep. Alors c'est pour évidemment contrer les effets néfastes des écrans bleus, on est quand même beaucoup confronté à la lumière de ces écrans, ça facilite la relaxation. Et puis j'ai pensé aussi que vous pourriez avoir envie d'acheter un purificateur d'air. Je sais, c'est moins sexy, mais je me dis, vu la période, ça peut être intéressant. Il y en a tout un tas avec vraiment des technos brevetées françaises. Pourquoi pas? Bref, voilà, vous avez plein d'idées pour Noël, je l'espère. On refera un mini shopping pour ceux qui sont un petit peu en retard, un petit peu plus tard. Merci beaucoup Romain Heuillard, journaliste, consultant indépendant en nouvelles techno, et Jean-Baptiste Nicolet de The Eye Collection pour vos conseils. Juste après la pause, on va parler du slow web. Et voilà, de retour sur le plateau de Smart Tech, l'émission qui s'intéresse au monde de l'innovation, à la nouvelle société numérique. On va, dans cette deuxième partie d'ailleurs, faire notre zoom quotidien sur une innovation. On va découvrir un concept de bateau qui serait capable demain de pulvériser tous les records de vitesse grâce à une solution inspirée du kitesurf, une solution technologique qu'on découvrira donc en fin d'émission. D'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous. C'est un nouveau rendez-vous. Il s'appelle Le numérique, c'est politique. Voilà, avec cette conviction que la techno, c'est pas juste une question tech, c'est aussi une question de politique publique. C'est un point de vue qu'on défend, je crois, au quotidien dans Smart Tech, et ça méritait, je pense, d'avoir son propre rendez-vous. Alors pour l'incarner, j'ai sollicité un pionnier du web, entrepreneur engagé, Tariq Krim. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Tariq, donc pour ce premier rendez-vous, le numérique c'est politique. D'abord sur cette question, j'aimerais avoir votre perception sur le lien entre la technologie et le politique. Je crois que la technologie en tant que telle est déjà une idéologie. Je dirais même, j'irais même plus loin, c'est quand on regarde l'histoire de la technologie, on a en fait toujours cette crainte d'un côté la technologie qu'on maîtrise, qu'on contrôle et qui nous rassure, et de l'autre côté la technologie qui nous échappe et qui nous fait peur. Et c'est un sujet qui a, en fait, dans le domaine de l'informatique spécifiquement, été très important, puisque depuis les années 60, incarné à la fois par Doug Engelbart, qui a été l'inventeur de la souris, du bureau, c'était comment créer une informatique qui soit facile à utiliser, qui nous permet de faire plus de choses, et d'autre côté, la vision de l'intelligence artificielle, où là, il s'agissait de voir comment l'informatique va nous contrôler et tout organiser. Donc, opposer les deux, c'est presque une supercherie finalement, de faire croire que la techno sans le politique est possible. Oui, absolument. C'est déjà, le sujet dont on pourra parler longuement à travers ces chroniques, c'est effectivement que le politique ne maîtrise pas les bases de la technologie, les enjeux, mais également la culture de la technologie. C'est vraiment, quand on parle de la culture numérique, il y a eu 3 cultures essentiellement. Il y a une culture qui est née en Californie, qui était basée sur le post-hippie, donc cette idée de liberté. La technologie incarne la liberté, essentiellement la liberté individuelle. Une technologie qui était issue de la cybernétique en Russie,
qui consistait à dire comment on va construire des systèmes de contrôle, comment la technologie va nous aider à organiser le pays. Alors ça n'a pas marché à l'époque, mais quand on regarde ce qui se passe en Chine, on se dit qu'il y a une forme d'inspiration de tout ça, avec ce qu'on appelle le crédit social. Et puis il y a une vision européenne qui se cherche, qui est comment la technologie en fait construit un environnement qui respecte à la fois les individus, mais qui respecte aussi les valeurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des Lumières. Alors, on a titré ce premier rendez-vous « Le slow web, c'est politique ». Quelle est votre définition du slow web ? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le slow web est une formalisation d'une idée que j'ai depuis longtemps, mais qui est une idée aussi qui existe depuis longtemps, qui est notre rapport à l'abondance. Oui. En fait, quand on y réfléchit, toutes les religions monothéistes, à travers le carême, le ramadan, le shabbat, ont appris, à travers des rites, à travers des traditions, à gérer cette idée d'abondance. Donc on jeûne pour ne pas apprendre aussi à ne pas uniquement consommer. Et ces rites, cette façon d'apprendre dans le monde, dans la religion, n'a pas été traduite dans le monde numérique. En fait, dans le monde numérique, on est dans un monde d'abondance, on a tout. D'ailleurs, on ne sait pas quoi faire, puisque tout est à notre disposition. Il y a des milliers de séries télé, laquelle voir. Il y a tous les contenus de la planète, et maintenant toutes les conversations sont possibles. Et donc, on a cette incapacité, parce qu'on n'a pas su construire en fait des rites et une forme de traitement de la gestion, ce que j'appelle la gestion du monde fini. C'est que finalement, l'idée du slow web, ça s'inspire évidemment du slow food, ça s'inspire de ce qu'on appelle le slow life, qui était un mouvement aux États-Unis qui consiste à dire il faut reprendre du temps à soi. C'est-à-dire que la société nous prend tout notre temps et on n'a jamais de temps pour soi. Et c'est pour ça qu'on a ce manque de plénitude, ce manque d'entièreté. Mais dans le domaine du numérique, l'idée en fait qui a démarré un peu avec quand j'ai démarré NetVibes, c'était de se dire comment on rend en fait un monde infini, ou en tout cas de potentiel infini, on le rend fini, on crée des règles d'organisation, une forme de discipline qui nous permettent en fait de le rendre digeste. Et ça, c'était à l'époque, quand on a démarré, il y avait des milliers de blogs, il y allait en avoir des millions. Et puis soudain, en fait, on était perdus. Et donc l'idée, c'était comment organiser une petite partie, créer des habitudes, se créer un rituel quotidien. Et évidemment, ce qu'on appelait les flux RSS et les blogs a été avalé par la machine des réseaux sociaux, qui ont repris l'autre vision, la vision de l'algorithmisation. Et donc aujourd'hui, notre vie, nos rêves, tout ce qui fait partie de notre quotidien est en fait mâché par ces plateformes. Et comment est-ce qu'on revient à un slow web, justement, dans ce contexte ? Donc ça ne peut être qu'un acte politique, en tout cas une décision volontaire. Comment est-ce qu'on revient à un slow web ? Aujourd'hui, on est dans un monde de chaos. C'est ce que Nassim Taleb appelle le monde antifragile. C'est-à-dire que ce sont des choses qui s'amplifient avec le chaos. Donc, au contraire, on l'a vu avec Trump, on l'a vu avec la polarisation, on le voit toujours avec le Covid. Ouais. Et moi, j'ai toujours pensé en fait que le rôle du gouvernement ou le rôle d'un État est de ralentir le temps. Cette idée d'un village avec son église, ses clochers, où on a le temps de vivre, de voir ses amis, de s'organiser, c'est quelque chose qui est très important. Et aujourd'hui, en fait, la question politique qui va s'associer et qui est au cœur de la campagne, c'est est-ce qu'on construit ce que certains appellent un État-plateforme, c'est-à-dire qu'on reprend les méthodes et les techniques de Google pour asservir les citoyens avec un État sans fonctionnaires, avec juste des services de cloud qui organisent votre vie. Le pass sanitaire en étant d'une certaine manière la première étape, c'est-à-dire qu'on n'a plus de relations, on a quelque chose sur son smartphone, on le montre, ça marche pas. Si ça marche pas, on ne sait pas pourquoi. Les gens d'ailleurs maintenant, avant d'aller voir les mesures qui sont annoncées par le gouvernement, vont sur le GitHub de Tous Anti-Covid pour voir quels ont été les changements de code, donc quelles sont les nouvelles règles. C'est assez étonnant. Et puis de l'autre côté, cette idée de construire un environnement beaucoup plus sobre, où en fait on redonne aux gens de la confiance en eux par des logiciels aussi qui soient plus digestes, qui soient beaucoup plus simples à utiliser. Et entre l'idée de la vitesse, de l'optimisation, de l'autre côté, il y a l'idée de construire des choses pérennes sur le long terme. Finalement, le rôle d'un gouvernement et d'un État, c'est de créer des infrastructures solides et de laisser les gens vivre sereinement autour de ça.
Merci beaucoup, Tariq Krim. Donc, on vous retrouve régulièrement désormais dans Smart Tech pour nous parler de ce rapport entre la technologie, le numérique et la politique. Merci. Merci, Tariq Krim. À suivre dans Smart Tech, on parle de notre Zoom quotidien sur l'innovation avec un nouveau concept d'avion qui pourrait voler. Alors, ni voilier, ni avion, ni bateau à moteur. On va découvrir une innovation dans le domaine maritime avec Cécilia Sévry. Bonjour. Bonjour Delphine. Oui, c'est une innovation inspirée du kitesurf en réalité. C'est justement la discipline du fondateur de cette société, une start-up qui est marseillaise. Son fondateur, il s'appelle Alex Cazer. C'est un ancien champion du monde de kitesurf. Et il s'est donné comme défi de construire un engin capable de pulvériser le record du monde de vitesse d'un engin, d'une embarcation à voile. Et pour y arriver, la start-up a totalement repensé en fait la conception d'un engin maritime. La capsule qui abritera 2 personnes est au-dessus de l'eau. Elle a littéralement l'air de voler. En fait, c'est presque le cas. D'abord, pourquoi ? Parce qu'il y a cette longue tige qui descend jusqu'en dessous de la surface de l'eau avec une nageoire au bout. C'est le foil. On connaît cette technologie. On peut le retrouver, par exemple, sur des hydroptères. Vous savez, ces trimarans qui se soulèvent avec ce foil pour gagner de la vitesse. Eh bien, ici, ce foil, il va supporter le poids du bateau. La nageoire va stabiliser sa route. Mais contrairement à l'hydroptère, le foil n'est pas fixe, et ça va faire une grosse différence. Il est mobile, il se déplace en fonction de la position de la capsule. En fait, il est presque en harmonie avec la voile, parce qu'il y a une voile au-dessus de cet engin. Elle est là pour porter au gré du vent, ce qu'on appelle le speedcraft, c'est le nom de cette technologie. Et ce tandem foil-voile, comme ça, il va permettre au speedcraft de se libérer d'une contrainte importante. On appelle ça la vitesse maximum. Sur un catamaran, par exemple, quand on va trop vite, eh bien, il y a un risque de retournement. Ici, c'est annulé grâce à ce nouvel équilibre foil-voile qui va permettre d'annuler les forces qui sont en jeu. Et alors, sur les images, là, ça ressemble plus à un avion de chasse, non, qu'un bateau. Oui, c'est vrai. Et cette forme en ogive, évidemment, elle est là pour permettre, comme sur les avions de chasse, de fendre l'air en deux plus facilement et donc de gagner en rapidité. Mais le fait qu'il soit au-dessus de l'eau aussi va donner plus de rapidité à l'appareil. Ça permet à l'air de passer en dessous, ce qui va même créer une formation de vapeur d'eau qui, elle, va augmenter la vélocité du flux d'air et donc donner plus de vitesse à cet appareil. Ah, ça donne envie d'embarquer dans ce bateau. L'objectif, c'est de battre le record de vitesse. Oui. Mais quel est-il, le record de vitesse du monde, d'ailleurs ? Pour l'instant, il est à 120 km/h. C'est un Australien qui le détient depuis 2012. L'objectif, là, c'est pas de le battre, c'est de pulvériser 150 km/h. C'est l'objectif de la société et de son fondateur. Mais ils veulent aussi aller au-delà du record, qui serait symbolique, utiliser l'innovation disruptives comme celles qu'ils sont en train de créer, eh bien pour forcer le secteur maritime à repenser ses embarcations. L'air, c'est une énergie verte. Trouver des solutions pour repousser les limites de son utilisation, ça permettra demain de fabriquer des engins qui seront plus verts, tout en étant aussi rapide qu'on en aura besoin. Donc ces conseils, tous ces savoirs en recherche, ils vont le distribuer sous forme de conseils. Et puis on verra bientôt voir voler sur l'eau cet appareil, peut-être l'année prochaine. Super, merci beaucoup. Merci Cécilia, merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech, votre émission dédiée à l'innovation et au numérique. On se retrouve évidemment dès demain, même heure, même chaîne. Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants.